Bonjour à tous. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne, on va enfin parler de vrai cinéma. Allez-y, retirez-moi ma carte de cinéphile, je m'en fous. Moi, ma grosse cam, c'est les films d'action débiles des années 90 et 2000. Et comme beaucoup de gens, j'aime aussi les jeux vidéo. Un fait que les studios hollywoodiens ont bien compris, qu'on parle d'Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, Van Damme ou encore Bruce Willis. Tous ces gros pleins de muscles ont été au moins une fois le héros de leur propre jeu vidéo. Et si on compte bien, la liste s'étend même à tout le cinéma d'action, de Jackie Chan à Vin Diesel, en passant par Chow Yun-fat, Jet Li, Keanu Reeves ou encore Keanu Reeves. Le cinéma d'action et ses stars ont toujours été synonymes de jeux vidéo, adaptés de films ou originaux, et évidemment, c'est obligé que j'ai oublié de parler de votre petit chouchou, donc vous pouvez déjà me mettre son nom dans les commentaires. Allez-y, moi pendant ce temps, je vais m'occuper de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Lootboy. Et vous êtes chanceux parce que mes partenaires de chez Lootboy ont préparé un super loot pack pour vous. Une Switch OLED avec Mario Strikers. C'est ce que vous pouvez obtenir grâce à Lootboy, une application qui a déjà convaincu plus de 10 millions d'utilisateurs et que vous pouvez télécharger gratuitement sur iOS, Android, App Gallery ou même PC. Vous y collectez des pièces qui vous serviront à ouvrir des packs de loot gratuits, mais aussi des diamants qui eux permettent d'ouvrir des packs de loot premium gratuitement. C'est dans ces packs premium que vous pourrez obtenir la Switch OLED avec Mario Strikers, ainsi que des cartes de crédit pour l'eShop d'une valeur de 5, 10, 20, 50 ou même 100 euros. Regardez par exemple, comme vous le voyez, j'ai quelques diamants et j'ai pu ouvrir un bundle de 10 packs premium. Et oh, trop bien, j'ai gagné Tropico 5 et Lego Indiana Jones. Et what? Mais carrément 25 euros à dépenser librement sur l'eShop de la Switch? Non mais c'est mortel. Et avec ce bundle de 10 packs premium, j'ai même un Black Market Pack en bonus avec une chance de gagner des cheat chips que vous pouvez échanger contre les crédits de votre choix sur le Black Market. Et avec ça, Lootboy propose tout un univers sympa, avec sa propre bande dessinée à suivre chaque semaine, et même Chat Radar, son propre système de chat, toujours gratuit, créé spécialement pour trouver de nouvelles personnes avec qui jouer en ligne. Alors n'attendez pas, cliquez maintenant sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé, et vous débloquerez gratuitement un loot pack communautaire qui contient des diamants, des pièces et bien d'autres loots offerts par Lootboy, que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, tout ça c'est très bien, mais moi il y a qu'un seul sujet qui m'intéresse. Nicolas Cage. Et faut dire qu'avec une filmographie comme ça, il y avait de quoi faire, parce qu'entre 60 secondes chrono et Benjamin Gates, autant vous dire qu'il y avait de quoi pondre une aventure vidéoludique bien alléchante. Sans compter que Next, c'est littéralement un die and retry. Et sachant que ce dernier a déjà fait ses preuves en termes de doublage sur le Spidey noir de Spider-Verse, autant vous dire tout de suite que l'idée d'un jeu vidéo de caisse, d'aventure, d'horreur ou de quoi que ce soit avec Nick Cage donne forcément l'eau à la bouche. Ah ouais? Même Ghost Rider? Mais surtout Ghost Rider, déjà parce que j'adore le premier film. Oui, vous avez bien entendu, et j'assume tout, je trouve que le premier Ghost Rider est sans doute le dernier film de l'ère pré-MCU des super-héros Marvel et qu'il a un petit quelque chose d'un peu bubblegum, tout comme les films Daredevil et les 4 Fantastiques. Alors entendez-moi bien, c'est nul, mais moi j'aimerais bien que tous les films y soient nuls comme ça. En tout cas, ça ferait un bon jeu vidéo. C'est dommage que ça existe pas. Ghost Rider, sorti en 2007 sur PS2. Alors oui, 2007 c'est tard, mais on est quand même en l'an -6 avant Dawn 2, ce qui veut dire que la PS2 c'était le royaume des jeux à licence. Qu'on parle de SingStar ou de Guitar Hero, mais aussi des jeux tirés de longs métrages qui continuaient à pulluler sur la console, la plupart étant vaguement portés depuis la PSP. Ce qui est aussi le cas pour ce Ghost Rider qui propose la même expérience sur les deux plateformes. C'est-à-dire God of May Cry. Donc oui, on est face à du pur beat'em all 3D aux diverses inspirations, mais là c'est quand même beaucoup Devil May Cry avec le système de combo et le gun, mais c'est aussi un peu beaucoup God of War avec les différentes attaques aux chaînes et tout le délire de QTE. On sent que l'équipe a pas été chercher bien loin en ce qui concerne les inspirations du jeu, des caméras fixes, des esquives au stick comme dans God of War, des transitions entre les portes comme dans les premiers DMC, des orbes à aspirer en veux-tu en voilà, mais en même temps à l'époque tout était là, la recette était déjà bien maîtrisée et encore à la mode, donc y a aucun mal à se servir. Et donc c'est bien? Bien, c'est le mot, pas transcendant, ni même excellent, juste bien. Les différentes actions ont du répondant, les combos à débloquer sont variés et le feeling général du jeu est soigné, avec des coups qui ont de l'impact et des mises à mort satisfaisantes. On est loin du gameplay jouissif de God of War, mais on est quand même sur du gameplay propre et amusant. Côté ennemi, c'est pas la folie, avec un bestiaire qui se renouvelle peu, mais qui est tout de même assez polyvalent. Quelques idées sympas viennent s'ajouter à la formule, comme certains ennemis dont il faudra briser l'armure en atteignant un rang de style donné, ou même le fusil à pompe du Rider qui est géré par la barre rouge à l'écran, chaque portion
représentant un tir. Alors ça révolutionne rien, mais c'est quand même plaisant, surtout que le jeu fait tout ce qu'il faut pour essayer d'être un vrai brawler. Déjà en utilisant largement des codes du genre, du style aller-retour gratuit, séquence en ascenseur, mais aussi dans ses bastons avec la présence du classique coup spécial dévastateur, évidemment rechargeable grâce aux orbes vertes et autres combos en tout genre qui permettent de varier les plaisirs et de ne pas trop s'ennuyer. Et vu qu'à la base on est sur un jeu PSP, donc fait pour le jeu en nomade, eh bien les niveaux ne sont jamais trop longs. Ah ok, donc le jeu du film Ghost Rider est bien. On apprend tous les jours. Et il est bien même quand il s'agit d'adapter l'ambiance et les gimmicks du film original. Les décors sont simples mais équivoques et rappellent tous d'une manière ou d'une autre ceux du film. On regrettera peut-être le manque d'interaction avec les décors qui sont relativement fixes, mais qui ne sont pas mornes pour autant puisqu'ils remplissent avant tout leur fonction première, être des arènes pour accueillir chaque combat. Et la suite vous la connaissez, on vide une salle, ça ouvre la porte et on passe à la salle suivante. À ce niveau-là, la formule est tout ce qu'il y a de plus linéaire avec un objectif à remplir, souvent finir le niveau ou récupérer un esprit élémentaire pour pouvoir débloquer de nouvelles portes. Ces esprits, on peut en parler, il y en a 4 dans le jeu et elles permettent d'ouvrir les portes du même élément. Seulement ne vous attendez pas à du backtracking de folie, ici tout est un peu déroulé sous vos pieds. L'esprit élémentaire pour ouvrir une porte magique étant toujours planqué à quelques enjambées de cette dernière. D'ailleurs, il n'ajoute pas de rejouabilité non plus puisque ces pouvoirs élémentaires ne serviront que dans les niveaux suivant leur acquisition et qu'en plus de ça vous aurez débloqué la totalité des combos et extensions de vie du Rider arrivé au deuxième tiers du jeu. Et ça aurait pu plomber le jeu s'il n'avait pas quelques cartouches en réserve. Comme par exemple des phases à moto. Et ouais, surprise! J'ai volontairement omis ces phases en moto qui représentent à elles seules la moitié du jeu puisqu'elles ponctueront chaque niveau du jeu justifiant les passages d'un environnement à un autre. Et à regarder comme ça, on dirait que c'est un peu cheap, mais en vrai je dois dire que c'est assez rafraîchissant. C'est pas réaliste pour un sou et complètement arcade, mais ces petites phases qui mixent shoot'em up et jeux de course m'ont vraiment fait un bon effet malgré la présentation générale relativement hasardeuse. Des phases en moto qui elles aussi sont évolutives avec la possibilité d'améliorer la puissance des tirs, mais aussi de nombreux pouvoirs pour la moto comme le fait de pouvoir rouler sur l'eau, comme dans le film, qui se débloqueront au fur et à mesure que vous trouverez les pouvoirs élémentaires. Double saut, cabriole et combat à moto façon road rash, malgré leur relative simplicité, ces niveaux à moto font tous office de véritable respiration entre les phases de mashing de boutons intenses, en plus de proposer des décors très sympas et même des boss pour un résultat 100% action arcade. Mais attends, pourquoi il y a autant de features? C'est juste un jeu tiré d'un film à la base. Il faut savoir que ce Ghost Rider est loin d'être un jeu comme les autres. D'abord parce que c'est le tout premier jeu dédié à ce personnage de Marvel, pas sa première apparition dans un jeu, mais son premier jeu rien qu'à lui, après l'annulation d'un premier projet par Neversoft en 95 pour la PS1. Une responsabilité que les développeurs aux commandes du projet ont dû assumer malgré les faibles ressources dont ils bénéficiaient. Heureusement, ils s'en sont sortis plutôt intelligemment en misant sur le personnage et ses particularités dans les comics. Il suffit de regarder le soin apporté à l'animation du crâne enflammé du Rider, dont la flamme virevolte et change même de couleur selon votre rang de style en cours, pour comprendre qu'un effort tout particulier a été apporté à l'apparence du personnage et à ses capacités. Et c'est idéal parce que ça permet de cacher un petit peu le manque de contenu du jeu, mais aussi et surtout de tout de suite séduire les fans du comics. Et les fans de la BD, c'est super important parce qu'au moment où le jeu est développé, y a que ça. Le film étant encore en salle de montage, difficile pour le studio de proposer autre chose que des environnements et ambiances. Le scénario du film restant plutôt secret et l'équipe n'ayant accès qu'à des travaux préparatoires. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu se propose comme une sorte de suite directe au film, pas très cohérente pour ceux qui l'auront vu, mais assez similaire pour passer pour un épisode indépendant de l'histoire de Johnny Blaze. Un tour de passe-passe qui peut paraître un peu grossier mais qui leur permet d'extirper des comics une tripotée d'antagonistes cultes avec des designs revus et corrigés pour coller aux thématiques un peu western du film. C'est une pratique qui se faisait régulièrement à l'époque et que j'aimais déjà beaucoup dans les jeux tirés des Spider-Man de Sam Raimi et que j'apprécie tout autant dans ce Ghost Rider, rien que pour ce super redesign de l'épouvantail. Et le jeu ne s'arrête même pas là puisqu'on compte au casting la présence du terrible Vengeance, mais aussi des apparitions régulières de Blade, oui le Blade, et il est même débloquable en personnage bonus aux côtés de Vengeance et de la version 2099 du Rider. Ce qui fait que quand vous finissez le jeu, vous pouvez tout refaire avec Blade, avec ses propres attaques et tout, ce qui en fait officiellement le meilleur jeu Blade sorti à ce jour, vu comment les adaptations des films étaient nulles à chier. Ok, donc en plus d'être un bon jeu Ghost Rider, c'est un bon jeu Blade. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Après quoi, une version GBA? Oui, une version GBA sortie en même temps et calquée sur la version 3D, avec ses personnages issus des comics et son histoire qui fait suite au film. Et waouh, mais ça s'appelle de la super jolie 2D. Non mais regardez-moi ces sprites, c'est magnifique et ultra lisible, surtout qu'on est sur un beat'em all sur un seul plan 2D à l'ancienne. C'est dynamique,
musique bien animée et ça répond super bien, surtout la chaîne qui rappelle énormément Castlevania dans son maniement. Et d'ailleurs ça lui donne des petits airs du jeu PS1 annulé. On retrouve donc les niveaux du jeu de base adaptés à la 2D, tous les combos et améliorations sont là et on pourrait facilement lui adresser les mêmes défauts que son homologue en 3D, c'est-à-dire peu d'ennemis, boss répétitifs et progression un peu plan-plan. On perd le peu d'exploration que proposait le jeu au passage à la 2D et pour le coup c'est un brawler vraiment très classique qui a seulement pour lui d'avoir des niveaux pas trop longs. Cependant la difficulté est un poil plus corsée, déjà parce qu'on a moins de boutons, donc forcément les combos sont moins simples à sortir, et surtout parce que certains boss sont assez mal dosés et dans des arènes souvent trop petites. On a tendance à se faire coincer dans les coins facilement et pour le coup ça peut être frustrant de temps en temps. Et autant vous dire que dans ce contexte, les quelques clichés du beat'em all qui parsèment le soft ont un peu plus de mal à se faire passer pour autre chose que le gameplay un peu trop répétitif qu'il est réellement. Bref, vous l'avez compris, tout l'aspect beat'em all est assez critiquable. Mais vous savez ce qui ne l'est pas ? Ils ont porté les phases à moto sur GBA. Les types sont maboules. Et ouais, et dans un mode 7 des plus chatoyants en plus de ça. Et là pour le coup on se rapproche énormément du feeling arcade de la version console, avec tout ce qui faisait le fun de ces séquences. Sauter ou faire glisser sa moto sur le sol, bastonner et exploser tout ce qui se trouve sur votre passage. Il faut dire que c'est aussi grisant sur GBA que sur PS2, et je dois dire que les deux jeux s'en sortent haut la main en termes de réalisation. Alors certes tout est très classique, même si plutôt bien exécuté, mais en ajoutant les phases délirantes à moto sur le cahier des charges, les développeurs de Climax, responsables du jeu, ont ajouté un petit quelque chose à leur idée d'un God of War aux enfers. Une idée dans laquelle ils seront loin d'être les seuls à s'engouffrer. Oui, vous avez bien entendu, hein. Climax Studios. En fait, c'est carrément Sam Barlow, futur responsable du génial Silent Hill Shattered Memories, mais surtout du multi-récompensé Her Story, qui s'est occupé de réaliser ce Ghost Rider, juste avant que Climax ne soit appelé pour la première fois sur Silent Hill Origins. Et vu que toute l'imagerie infernale de Ghost Rider est totalement raccord avec la série de Survival Horror, il y a fort à parier que ce dernier a pesé dans la balance lorsqu'il a fallu convaincre Konami. Et pour un jeu aussi bien produit, avec son budget qui est celui d'un produit dérivé, autant dire qu'ils ont fait le premier, meilleur et dernier jeu Ghost Rider à l'heure actuelle, 2 fois. Et pour ça, bravo Sam Barlow. Et en vrai, la seule façon de faire mieux, c'est de mettre Nicolas Cage dedans. Ah oui, je vous ai pas dit. C'est ça la mauvaise nouvelle. Bon, déjà faut savoir, vous jouez principalement dans la peau du fantôme avec son crâne en flammes et donc évidemment c'est raté. Et non, il est pas doublé non plus par Nicolas Cage. Mais c'est aussi le cas pour le reste du casting. C'est un truc qui arrive souvent quand les produits dérivés ne sont pas déjà prévus sur le contrat des acteurs. Bon, on retrouve quand même une version redessinée de la plupart des acteurs du film. Et regardez là, il y a même une photo de Sam Elliott dans les menus. Et Johnny Blaze, lui, est aussi présente dans les cinématiques, mais malheureusement il a été recasté et remplacé au dernier moment par Al Pacimoche. Et vraiment, ça se voit que ça a été fait au dernier moment. Donc tout le casting est là, sauf Nicolas Cage. Mais attendez, c'est super cruel. Alors il y a bien eu un jeu DS tiré du film L'Apprenti Sorcier sorti l'année suivante. Et non, encore une fois, j'ai rien contre le film, mais par contre le jeu DS, il est sacrément nul à chier. En plus de pas avoir Nicolas Cage dedans, ni sa tête, remplacée par une espèce de version cartoon du sorcier, et ni sa voix, parce que de toute manière, il n'y a pas de voix du tout dans ce jeu. Et ça, c'était la dernière fois où on avait pu s'approcher du Saint Graal, mais au final, il n'y a pas un seul cheveu de Nicolas Cage dedans. Ce qui ne les a pas empêchés de le mettre en gros sur la jaquette. Alors j'ai pas de source précise du pourquoi du comment, et vu que Nicolas Cage ne s'est jamais exprimé sur le sujet, on pourra jamais vraiment savoir. Peut-être bien qu'il fait partie de ces derniers résistants à Hollywood qui refusent de faire modéliser leur visage en 3D pour un film, principalement de peur qu'on utilise leur talent d'acteur après leur mort. Ce qui est pas totalement débile comme argument. Ou alors, peut-être qu'il aime tout simplement pas les jeux vidéo. Et ouais, ça existe, mais vu qu'il a tenté de vendre un film en VR il y a pas longtemps, tout espoir est permis. Et peut-être aura-t-on un jour la chance de voir un jeu vidéo à l'effigie du plus grand acteur qu'Hollywood ait connu. Oui, bon, on a déjà eu un bon jeu Ghost Rider, on va pas trop en demander non plus. Vous, il vous reste juste à laisser un petit commentaire, hein, je précise que je lis toutes vos remarques. Et pour le reste, vous savez comment ça marche, le like, etc. À dimanche prochain, bisous. Let's go.